Donc, c'est un sondage qui a été mené au cours de l'été auprès d'employés, finalement, de membres des directions cliniques et des directions administratives, afin qu'ils puissent nous partager, en fait, leurs préoccupations au niveau des inégalités sociales, mais aussi qu'ils puissent nous parler des pratiques qu'ils jugent porteuses et finalement qu'ils puissent nous parler des sujets qui les intéressent plus particulièrement avec ce sujet-là, justement, afin de donner des idées aux chercheurs pour d'éventuels sujets qui devraient être couverts par la recherche ou des activités de transfert de connaissances. Donc, le pourquoi en fait, on a mené cette démarche-là, c'est sûr que le CRIMIS a une longue tradition de collaboration avec les milieux communautaires et les milieux institutionnels, mais on voulait mener cette démarche-là pour renforcer ces liens, justement, avec les milieux, puis peut-être éventuellement mener à l'établissement de nouvelles collaborations. Donc, voilà, je vais passer la parole à mon collègue Pierre-Louis Lavoie qui va vous expliquer plus en détail la méthodologie qui a été utilisée. Oui, merci Anne-Marie. Donc, le questionnaire, en fait, est assez simple. Il était composé essentiellement de 6 questions. Donc, 3 questions fermées, 3 questions à réponse ouverte, qui, elles, étaient articulées autour de 3 dimensions. Là. On parle, premièrement, des préoccupations en lien avec les inégalités sociales qu'ont les répondants dans leur pratique professionnelle. Deuxièmement, des pratiques porteuses développées par les répondants dans le cadre de leur travail qui visent essentiellement, par exemple, la réduction des inégalités sociales, l'amélioration du bien-être des personnes et la réappropriation du pouvoir d'agir des populations. Finalement, le questionnaire traitait aussi des intérêts, des suggestions des répondants en lien avec les inégalités sociales. Par exemple, des pistes de recherche à explorer, des thématiques d'activité, formations pertinentes, etc. Au niveau de l'échantillon, l'invitation à répondre au questionnaire est envoyée à tous les membres du conseil multidisciplinaire du CIUS du Centre-Sud. Le conseil multidisciplinaire, c'est quoi pour ceux qui connaissent moins ça? Essentiellement, il est composé de toutes les personnes qui sont titulaires d'un diplôme de niveau collégial ou universitaire et qui exercent des fonctions caractéristiques du secteur d'activité couvert par leur diplôme. Grosso modo, dans le CIUS, on compte environ 22 000 employés. Le conseil multidisciplinaire est composé de 7 262 employés. Puis au final, on a obtenu un échantillon probabiliste de 395 répondants pour ce projet-là. Au niveau du profil des répondants, on remarque la pyramide à gauche, environ la moitié des répondants ont des emplois qui font partie de 2 grandes catégories. Donc, la première catégorie, pour 27 %, on parle des techniciens en réadaptation. Ça comprend les éducateurs spécialisés, intervenants en délinquance, les thérapeutes en réadaptation physique, etc. Puis finalement, les employés qui œuvrent dans les services psychosociaux. On parle des psychologues, travailleurs sociaux, les agents de relations humaines, etc. Le reste de l'échantillon étant composé de soit des professionnels en réadaptation, 16 %, les APPR, 13 %, cadres gestionnaires, 12 %, des personnes qui œuvrent dans le domaine de la santé, sécurité au travail, 3 %, puis finalement, 1 % le personnel de bureau et administration. Ensuite, on avait 2 types de directions pour tous ces employés-là. Donc, la majorité, à 90 % proviennent de directions qui sont dites cliniques. Par exemple, les programmes DI, TSA, DP, programme jeunesse, protection de la jeunesse, programme santé mentale, dépendance. Puis les autres 10 % ils provenaient de la direction, ils provenaient d'un type de direction administrative, pardon. Donc, on parle de direction de l'enseignement universitaire et de la recherche, les ressources informationnelles, services techniques, etc. Finalement, au niveau de la représentativité de l'échantillon, en comparant les données des membres du conseil multidisciplinaire puis celles des répondants au sondage, on obtient vraiment un écart non significatif de plus ou moins 1 % pour chaque catégorie d'emploi, ainsi que pour les types de direction. Donc, ce que vous allez voir là, c'est les réponses d'un échantillon qui est représentatif de la population globale qui était visée. Pardon. Je vais laisser la parole à mon collègue Guillaume pour la prochaine section des résultats.
Oui, merci Pierre-Louis. Merci tout le monde d'être là. Merci aux répondants, dans le fond, qui sont là aussi. Je sais qu'il y a des gens qui étaient inscrits, qui avaient répondu au sondage. C'est vraiment chouette de pouvoir faire une rétroaction sur cette expérience-là. Évidemment, les résultats de 395 personnes avec 3 questions ouvertes, c'est beaucoup, beaucoup de volume de données. Ici, on vous présente une synthèse, une sélection, dans le fond, des passages qui sont les plus représentatifs sur les thèmes qui ont été abordés. Donc, la première question, qui était l'idée de est-ce que vous rencontrez des défis liés aux inégalités? Est-ce que vous êtes témoin des inégalités? Quels sont vos constats? Donc, on a ici organisé finalement les réponses avec ces thèmes-là. Spontanément, une partie des gens répondaient sur les inégalités en général, dans le fond. Oui, je constate des inégalités. Je constate que les plus démunis, on n'est pas tous avec les mêmes chances. Les plus démunis sont désavantagés. On va dire aussi les inégalités sont au cœur de mon travail. Les inégalités ont un coût social qui n'est pas assez reconnu. On avait des personnes aussi qui se questionnaient, mais qu'est-ce que vous voulez dire par inégalité? Puis c'est intéressant parce que ça, c'était quand même peu de personnes qui disaient j'ai besoin d'une définition, alors que la majorité des personnes nous donnaient des réponses en lien avec la justice, l'inéquité, l'égalité, évidemment, le fait que des gens ont des privilèges que d'autres n'ont pas. Donc, on gravitait vraiment autour de ces notions-là. Le gros du volume dans la réponse, êtes-vous témoin d'inégalité, était sur l'accès aux services, en fait. On disait, entre autres, les personnes à mobilité réduite sont mal desservies dans nos installations. L'accès spécialisé est plus facile pour ceux qui ont de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui est revenu souvent, dans le sens que les gens qui voulaient des services spécialisés devaient faire évaluer leurs enfants ou eux-mêmes et souvent donc faire affaire avec le privé pour l'évaluation pour ensuite accéder aux services spécialisés. Ça, c'était quand même un des thèmes qui est revenu le plus souvent. Ça soulève la question du système à 2 vitesses, évidemment. Le fait qu'il y ait un privé, finalement, qui est une porte d'entrée pour certains, puis que les autres n'ont pas accès. On nous parlait aussi de difficultés d'accès pour les enfants, pour du répit, accès difficile pour un médecin de famille, pour les personnes en situation d'itinérance. On nous disait aussi que le phénomène des portes tournantes, finalement, causait beaucoup, beaucoup de problèmes d'accès, puis des ruptures de service. Voilà pour ce qui est de l'accès. Si on continue, le deuxième thème le plus abordé finalement par les répondants était le profilage, discrimination et racisme. Donc, on se disait témoin d'actes de profilage, de discrimination et de racisme dans les services. Ça variait justement beaucoup une discrimination en fait que nos services sont généralement donnés, les prestations de services sont faites par les personnes blanches, francophones. Ça occasionne certains bris de communication avec les personnes. Il y a des personnes qui ont plutôt une méfiance aussi à venir consulter. On nous disait même, parmi nous-mêmes, on peut être victime de discrimination, de racisme dans notre pratique. Des fois, ça ne va pas juste dans le sens unique. Hein, c'est pas juste d'un professionnel vers un usager. Les usagers pouvaient avoir aussi des réticences, des préjugés. Des personnes rapportaient ça. Donc, ils avaient été aussi victimes de racisme de la part des usagers. On nous dit qu'on travaille certainement avec des biais inconscients vis-à-vis des minorités visibles et autres ethnies. On a de la discrimination envers justement les anglophones où on n'a pas de service bilingue, donc les personnes sont un petit peu moins bien desservies dans ce temps-là. On nous dit aussi qu'il peut y avoir certaines personnes qui tiennent des propos misogynes sur le lieu de travail ou qui ont des rapports de genre qui sont problématiques. Que les personnes trans sont souvent mégenrées en fait dans les services et que c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Et que, pour revenir à l'idée de c'est beaucoup des personnes blanches qui sont dans les services, on nous dit qu'il y a vraiment peu de diversité culturelle parmi le personnel par rapport à la population qu'on rencontre dans les services. Donc, sur ces premiers points-là, sur être témoin des inégalités, ce qu'on retient finalement, c'est que les répondants reconnaissent qu'il y a un traitement différentiel de certaines populations. Certaines franges de population sont surreprésentées dans les services, notamment au niveau des services de surveillance, qui seraient plus de contrôle, alors que les personnes, ces mêmes personnes-là sont sous-représentées dans les services déspécialisés. Donc, on voit vraiment un traitement différentiel à ce niveau-là. Ce qui est intéressant à mobiliser aussi au niveau des difficultés d'accès puis des barrières à l'accès, c'est peut-être les dimensions du non-recours.
hein. Donc, on sait que les difficultés d'accès, finalement, c'est pas juste le fait que bureaucratiquement, il y a des difficultés. On peut avoir un paquet de raisons pour lesquelles les personnes ne se retrouvent pas en service, finalement. Par non-proposition, par exemple. Donc, le service existe, mais la personne ne sait pas c'est quoi le service. Par non-connaissance. Non-proposition, en fait, le service existe, mais il n'est pas proposé parce que la personne, on ne juge pas qu'elle correspond au profil de ce service-là. Le non-recours par non-connaissance, la personne, elle n'est pas au courant, là, cette fois-là, du service, donc ne va pas au guichet d'accès pour demander ce type de service-là. La non-réception, ben ça, c'est quelqu'un qui est éligible au service, qui connaît le service et qui est sur une liste d'attente finalement, puis le service aboutit jamais. Et la non-demande, finalement, la frange de population qui est peut-être le plus méfiante ou qui manque de confiance en leur système et qui préfère l'éviter à tout prix. On le voit beaucoup de ce temps-ci, on l'entend beaucoup avec les populations autochtones notamment, qui, pour une bonne partie d'elles, se méfient et ne veulent pas consulter finalement. Donc, si on passe à la deuxième question, en fait, c'était sur les pratiques porteuses. Est-ce que vous mettez des choses en place pour réduire les inégalités? Donc, l'idée, c'est de lutter contre les inégalités. Qu'est-ce qui se fait de ce côté-là? Oui, Pierre-Louis? Ah, oui. La prochaine diapo. Oui, ben en fait, c'est divisé 50%, 50%. Ah, excuse-moi. Pardon. Oui, vas-y. Oui, ben c'est ça. Donc, la moitié des répondants disent avoir développé des pratiques qu'ils considéraient porteuses et qui vivaient ultimement la réduction des inégalités, l'amélioration du bien-être des personnes et la réappropriation du pouvoir d'agir des populations. Donc, à la suite de ça, on leur demandait de nommer ces pratiques-là. Donc, Guillaume en a fait l'analyse. Oui, donc les personnes, c'est ça, nous disent qu'ils ont des approches d'empowerment, des approches non jugeantes. Même quelqu'un qui disait, moi, je suis formé à l'approche anti-oppressive et c'est ça que j'applique dans mes services. Il y a beaucoup de postures d'écoute, d'ouverture d'esprit, un accueil chaleureux, bienveillant, sans jugement, évidemment. On nous parle d'empathie, de compassion envers les personnes qui consultent. Et une intervenante nous disait, ben moi, le défi, c'est de trouver l'équilibre entre aider, soutenir, puis être paternaliste, pas trop paternaliste dans mes approches. Hein. Donc, de ne pas prendre en charge. La ligne, elle se fait comment entre soutenir et prendre en charge? Dans les pratiques quotidiennes, ben, c'était vraiment, ça se traduisait par offrir du temps et poser des questions aux personnes, prendre plus de temps avec elles, créer une relation de confiance, l'accompagnement qui vise le gain d'autonomie, avec des stratégies de communication. Donc, ça, c'est plus dans les moyens très concrets. D'autres nous disent, moi, je tolère aucun propos déplacé ou inadéquat, que ce soit de la part de mes collègues ou des usagers. Donc, je fais une vigie sur ces situations-là, puis j'interviens. Et on nous dit justement que pour défendre les droits des personnes, il faut souvent les accompagner dans le processus, allant même jusqu'à accueillir leur plainte et les accompagner dans le processus de plainte si les services n'avaient pas été adéquats à leurs yeux. Il y a d'autres dimensions aussi qui sont abordées dans cette question-là, lutter contre les inégalités. On nous dit qu'une des stratégies, c'est d'être en collaboration, en concertation, en partenariat, hein, de vraiment consulter les autres, consulter son équipe, faire le lien avec le communautaire, réfléchir collectivement aux enjeux d'inégalité, se concerter, communiquer avec toutes les parties prenantes. Bref, un grand discours au niveau du partenariat, de l'ouverture, du décloisonnement et de travailler ensemble pour lutter collectivement contre les inégalités qui sont souvent vécues sur le plan individuel. On a aussi tout un volet qui portait sur la lutte par les formations et la sensibilisation. Beaucoup de sensibilisation des sensibilisations d'abord pour les usagers sur les habitudes de vie, par exemple, mais beaucoup de sensibilisation du côté du personnel pour qu'ils comprennent les réalités auxquelles ils sont confrontés, donc les populations émergentes ou les populations qui étaient dites plus marginalisées. Il y a beaucoup de choses qui se font de ce côté-là. Enfin, si on finit sur la lutte aux inégalités, ce qu'on retient, c'est que finalement, on essaie de maximiser l'agentivité des intervenants puis des usagers. On est dans une posture d'écoute, de sensibilisation, axée sur le savoir-être, beaucoup axée sur le savoir-être, en fait. Puis ce que je trouvais intéressant dans les deux questions, finalement, la question sur constatez-vous des inégalités? D'une part, la réponse est oui, et on nous décrit des éléments plus structuraux, systémiques, d'accès.
Et quand on dit comment vous luttez contre les inégalités, finalement, les personnes nous ramènent beaucoup sur des dimensions de savoir-être et de à ma hauteur dans une organisation bureaucratique aussi lourde, ben j'essaie d'être accueillant, bienveillant et tout. Et donc, cette difficulté-là, finalement, d'aborder individuellement les enjeux systémiques avec une voie de passage qui passe vers l'arrimage, la collectivisation, la concertation avec les autres équipes. Donc, il y a une espèce de volonté de dépasser ces conditions-là, tout en sachant qu'à notre hauteur, on ne peut pas nécessairement changer le système au complet. Enfin, les thèmes à explorer qui nous ont été donnés à explorer par les répondants, c'est assez intéressant de vous lire comment arrimer efficacement les interventions avec le milieu communautaire, évidemment, toute la question de l'arrimage, justement, qui pose problème. Comment faire plus participer les personnes, se pencher sur les inégalités vécues par les personnes DITSE, notamment en ce qui concerne les milieux de vie substituts, la judiciarisation comme outil pour finalement réguler les personnes qui sont dérangeantes, qui ont des problèmes de santé mentale ou qui seraient sans domicile fixe. Qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce qu'on en dit? Beaucoup de thèmes aussi liés à du manque de collaboration, des enjeux bureaucratiques, des formulaires trop rigides. Et donc, on veut explorer ces questions-là. Et de ce côté-là, ça nous parlait énormément parce qu'au CREMIS, finalement, on touche énormément des thèmes qui ont été nommés et on se rend compte que finalement, il y a peut-être un besoin de se rencontrer. Puis l'idée du sondage, c'était un peu ça, refaire un maillage, aller vers le milieu de pratique pour voir qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là, puis nous, un peu nous aiguiller finalement sur les thèmes à aborder, puis faire connaître notre programmation de recherche qui porte sur ces enjeux-là. Donc, il y a une grande soif, finalement, ce qu'on retient, c'est qu'il y a une grande soif de connaître mieux les effets des inégalités. Quelles sont les inégalités, puis quels sont leurs effets? On aimerait aussi, on dirait, avoir un espace réflexif sur les dilemmes et enjeux par rapport aux inégalités. Quelqu'un nous disait, ben, jusqu'à quel point on doit intégrer, par exemple, un élève dans une classe régulière, un élève avec un profil particulier dans une classe régulière, ce fameux débat sur est-ce qu'on accueille universellement, puis ensuite on adapte, ou est-ce que finalement, il n'y a pas un cheminement parallèle qui pourrait être fait et plus adapté à la personne. Donc, ce pas des questions auxquelles on a des réponses, mais c'est souvent des questions qui surgissent dans nos projets de recherche, certainement. Donc, il y a un grand désir de connaître aussi les effets structuraux, les phénomènes sociaux plus macro et de trouver des voies de passage pour individuellement agir dessus. Ça, c'est le grand défi. Puis, je dirais que le CREMIS, on n'est pas dans un centre de recherche qui produit des données probantes puis qui les livre au milieu de pratique. On est exactement dans les mêmes questionnements. On brasse les cartes là-dessus. Le social est complexe. L'épaisseur du social est complexe. On essaie de trouver des voies de passage aussi. On fait beaucoup de recherche-action avec les milieux. Donc, tantôt, je pense qu'Anne-Marie va pouvoir nous faire un petit survol de ce qu'on fait via notre site Internet, mais je vous invite vraiment à aller fureter de ce côté-là. Donc, je m'arrêterai ici pour les résultats parce qu'on veut évidemment avoir vos réactions puis savoir comment ça fait écho chez vous. Je te laisse la parole.